16h sur LCI. Dans les instants qui viennent, nous suivrons la conférence de presse de François Molins. Un point sur l'enquête après la traque de Notre-Dame de Paris mardi, l'agression de policiers au marteau. Le pupitre est prêt pour le procureur de la République de Paris. Un point donc après 4 jours de garde à vue pour l'assaillant. En attendant cette prise de parole, on retrouve Alix Van P au Palais de Justice de Paris. Nous en saurons un peu plus sur les circonstances de cette attaque. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que l'homme, le suspect, est actuellement en garde à vue. Il est à l'Hôtel-Dieu pour l'instant, où il a été entendu par les enquêteurs ce matin avant d'être présenté à un juge antiterroriste très prochainement, et il devrait aussi être mis en examen. Un suspect au profil atypique, il s'agit d'un homme de 40 ans, un universitaire algérien qui n'avait pas donné de signe de sa radicalisation, qui était aussi inconnu des services de renseignement jusqu'à mardi. Pourtant, mardi dans l'après-midi, il a attaqué une patrouille de 3 policiers sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a crié « C'est pour la Syrie » avant de s'en prendre à l'un de ces policiers à qui il a donné un coup de marteau. Il l'a légèrement blessé. Donc nous devrions en savoir plus sur les circonstances de cette attaque et sur le profil du suspect dans le courant de l'après-midi. Et avec nous sur ce plateau pour commenter cette conférence de presse, Tiffaine Piauget du service police-justice, bonjour. Et Driss Ait Youssef avec nous également, président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste de sécurité globale. On l'a compris, Tiffaine Piauget, encore beaucoup d'interrogations sur le profil de cet assaillant. Oui, c'est ce que disait notre reporter sur place. Les questions qui se posent, la question principale, c'est est-ce que Farid Ikken était radicalisé ? C'est la question, puisque il n'avait pas de casier judiciaire, il n'était pas connu des services de renseignement français, et donc les enquêteurs lui ont probablement posé cette question tout au long de sa garde à vue, qui se poursuit encore à l'Hôtel-Dieu. Et donc, on va sûrement en savoir un peu plus, puisque selon nos informations, Farid Ikken était disposé à parler aux policiers. Donc, on espère pouvoir avoir quelques informations dans les minutes qui suivent avec la conférence de presse de M. Molins. Driss Ait Youssef, on a en tout cas pour l'instant un profil assez atypique. Un profil, c'est vrai, assez atypique, puisqu'aujourd'hui nous avions l'habitude de trouver en tout cas des terroristes, soit de jeunes délinquants qui, avec une radicalisation en prison ou même une radicalisation tout simple, se sont mis à commettre des attentats, ou alors ce qu'on appelle des déséquilibrés un petit peu mentaux. Là, c'est un individu d'une 40aine d'années qui visiblement a fait des études d'enseignement supérieur puisqu'il était en doctorat. C'est un individu qui a pratiqué le journalisme dans un certain nombre de pays, en Suède, en Algérie, puis en France. C'est un individu qui semblait défendre un certain nombre de valeurs, notamment en direction des femmes, notamment en direction de la liberté d'expression. C'est un individu dont aujourd'hui les commentaires, les remarques, les appréciations sont globalement bonnes et qui démontrent bien une incompatibilité entre sa personnalité et celle d'un individu se réclamant d'une organisation terroriste, en l'occurrence l'État islamique. Et pour l'instant, on a quelques éléments. Il y a cette vidéo d'allégeance à Daesh, Tiffaine Piauget, et également des appareils, ordinateurs, appareils photo portables qui sont analysés. Voilà, tout à fait. Les policiers sont en train d'analyser notamment des clés USB. D'après les premières informations que nous avons reçues, eh bien, sur ces clés USB, il y aurait des éléments de propagande de l'organisation État islamique. Alors, des éléments, c'est peut-être des vidéos, ça peut être des textes, évidemment. Pour l'instant, nous n'en savons pas vraiment plus, et c'est pour ça que la conférence est très attendue. Et est-ce qu'il ne prouve pas un lien direct, Driss Ait Youssef, avec l'organisation État islamique ? Non, puisqu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu de revendication de la part de cette organisation terroriste, mais effectivement, on peut s'attendre au regard des éléments dont nous avons aujourd'hui obtenu des informations, que cet individu se serait peut-être radicalisé assez rapidement, mais il nous faut comprendre les raisons qui ont motivé cette radicalisation plutôt individuelle que peut-être par pilotage, comme il n'y a pas forcément de commanditaire, il s'est peut-être radicalisé tout seul. Avec ce mode opératoire assez simple, finalement, un marteau et des couteaux retrouvés dans son sac à dos. Oui, et puis surtout incompréhensible, puisqu'il a tenté de s'en prendre, il s'en est pris à des policiers, non loin de la préfecture de police, non loin du palais de justice. Donc c'est le lieu, certes un lieu symbolique de Notre-Dame, mais dont on peut considérer qu'avec un marteau, il était sûr d'être neutralisé assez rapidement par les forces de sécurité publique. Et on voit ici ce pupitre qui attend le procureur de la République de Paris. Quand il y a une prise de parole de François Molins, c'est qu'il y a des éléments tout de même à livrer, Tiffaine Piauget ? Oui, François Molins ne parle jamais s'il n'a pas des éléments.
On le connaît maintenant, il est très connu des Français puisque c'est lui qui délivre tous les éléments relatifs aux enquêtes terroristes. Et donc oui, on pense vraiment qu'on va pouvoir apprendre des choses sur ce qui s'est passé mardi. Et qu'est-ce qu'on a creusé ces derniers jours, à part ces éléments qu'on a dit qu'on a retrouvés? On a fouillé son passé, son entourage? Eh bien oui, évidemment, on s'est intéressé à ses origines puisqu'il vient d'Algérie. Il était arrivé en France en 2014. Passé par la Suède, on le rappelle aussi. Voilà, il est marié à une Suédoise. Les éléments qui sont un petit peu flous, c'est que certes, il est marié à une Suédoise, mais d'un autre côté, il avait discuté avec son directeur de thèse, que nous avions interrogé ici sur LCI, et son directeur nous disait, il était très seul, il souffrait beaucoup de la solitude. Alors, on ne sait pas s'il est toujours en relation avec sa femme. Pour l'instant, pas plus de précision sur son entourage. Alors, ce que disait également ce chargé de thèse qui a connu cet assaillant, c'est qu'il était complètement occidentalisé, ce sont ces mots. Ça, en revanche, on le retrouve chez plusieurs de ces terroristes ou apprentis terroristes qui sont passés à l'acte. Oui, c'est vrai qu'on le retrouve, mais c'est particulier pour cet individu qui a plus de 40 ans. Généralement, ceux qu'on a retrouvés étaient globalement jeunes, très jeunes, même pas la trentaine. Là, 40 ans avec le parcours qu'il a, effectivement, on peut s'interroger sur les raisons qui ont motivé cet individu à, d'une part, se radicaliser, mais surtout, c'est pas parce qu'on est radicalisé qu'on passe immédiatement à l'acte. Mais là, un passage à l'acte. Et on peut avoir quelques éléments, en tout cas quelques éléments circulent sur, effectivement, son état d'esprit un petit peu personnel, sur peut-être l'absence de perspective à titre personnel. Il a fait la Suède, l'Algérie, la France. À 40 ans, vous faites un doctorat. Il avait du mal à financer ses études, on le sait aussi. Il avait du mal à financer vos études. À 40 ans, vous faites un doctorat, on ne sait pas où ça vous emmène, on ne sait pas ce que vous allez faire derrière. Le journalisme, c'est aussi un secteur aussi difficile, que ce soit en Algérie ou en France. Donc peut-être que l'individu, à un moment donné, ne trouvait pas de perspective, ce qui ne justifie pas, mais ce qui peut permettre de comprendre à un moment donné, pour nous, le passage à l'acte. Et là, a priori, vous le disiez, Tiffaine Piauget, il a parlé pendant ces premiers jours de garde à vue. Ce n'est pas toujours le cas chez ces terroristes. Non, pas toujours. On se souvient par exemple de Salah Abdeslam, évidemment, qui refusait complètement de parler, par exemple. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait coopérer et s'expliquer assez vite? C'est possible. C'est possible, les enquêteurs ne nous ont pas encore transmis toutes les informations. Vous comprenez que c'est gardé évidemment secret pour pouvoir ensuite enquêter en toute tranquillité sans avoir les journalistes sur le dos évidemment. Mais avec cette conférence de presse, voilà, on va pouvoir avoir... Justement, il y a très peu d'éléments qui ont filtré Drissa Aid Youssef. Est-ce que là, on fait plus attention désormais à ne pas laisser aucun élément fuiter avant ce point officiel du procureur de la République de Paris? Effectivement, on sent bien que l'exemple britannique est en train de faire son office. Beaucoup vu, évidemment, avec l'attentat de Londres. Tout à fait, qui est en train de faire ses offices dans notre pays, où on sent bien que cette enquête de plus en plus, ou les enquêtes de plus en plus verrouillées, où seul le procureur de la République aujourd'hui donne des informations, mais c'est aussi un gentil clin d'œil sur, effectivement, l'autorité judiciaire qui reste saisie et qui reste le seul, j'ai envie de dire, l'animateur de l'enquête judiciaire et personne d'autre, même pas l'autorité administrative. Alors parmi les rares éléments que l'on a à l'heure qu'il est, il y a également ce qu'il a dit, ce qu'il a crié juste avant de s'en prendre à ses policiers ce mardi après-midi. C'est pour la Syrie, il l'a dit, le conflit qui est aujourd'hui en Syrie, qui est en filigrane de certaines de ces attaques, Drissa Aid Youssef. Oui, mais on ne sait même pas si ce type s'est déjà rendu en Syrie ou en Irak. Encore une fois, ça reste, le procureur de la République donnera peut-être quelques informations, mais c'est très facile de crier que effectivement cet acte était corrélé ou connecté effectivement à ce qui se passe en Syrie, mais je ne sais pas si lui-même se sentait vraiment concerné par ce qui se passe, et son parcours, les textes qu'il a écrits sur la démocratie, l'État islamique, c'est tout sauf la démocratie. C'était visiblement un défenseur de la démocratie. Je ferai juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que
un autre terroriste qui a déjà discuté avec les policiers, notamment lors de l'attentat, c'était Sid Ahmed Glam. Souvenons-nous de cet individu, l'attentat manqué devant une église, mais qui a quand même fauché la vie d'une innocente. Cet individu qui visiblement n'était ni un petit délinquant, ni un déséquilibré, mais plutôt quelqu'un qui a fait des études supérieures. Et donc celui-là a aussi livré un certain nombre d'informations aux policiers qui permettent de remonter, etc., etc. Donc lui aussi se dit disposé à parler. Peut-être qu'il se rend compte que son acte est complètement fou et complètement démesuré et qu'il accepte de coopérer avec les policiers. On se souvient, au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, il y avait eu beaucoup de comparutions immédiates, donc dans différents tribunaux partout en France, des jeunes individus qui étaient jugés pour apologie du terrorisme, pour avoir crié dans les transports en commun ce type de paroles pro-organisation État islamique. Et pourtant, ce n'étaient pas du tout des individus radicalisés. Et on peut peut-être revenir sur ce profil que l'on disait assez atypique. On y revient avec cet Algérien de 40 ans qui a fait des hautes études, qui était en doctorat au moment de l'agression. Et c'est ça qui interroge le plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et ça va être, j'ai envie de dire, un élément central. Qu'est-ce qu'un individu un doctorat en sciences de l'information, c'est-à-dire que sciences de l'information, ce n'est pas rien, c'est quelqu'un qui se destine à étudier beaucoup plus en profondeur l'information, qui a rédigé beaucoup d'articles, qui a participé à un certain nombre d'initiatives visant à défendre certaines valeurs. Il a étudié notamment le printemps arabe, donc oui, là vous le disiez, la démocratie, effectivement. Oui, tout à fait. Le printemps arabe, des articles qui défendaient effectivement cette liberté d'expression, la démocratie, la liberté des femmes, et donc c'est un geste incompréhensible au regard de ce qu'il a apporté ces dernières années. Est-ce qu'on a des exemples de radicalisation aussi rapides, s'il y a eu radicalisation ? Alors aussi rapide, oui, nous avons quand même un certain nombre d'individus dont on s'aperçoit qu'ils étaient des délinquants, et puis quelques mois après quelquefois un passage prison ou par la case prison, se sont radicalisés rapidement. Mais jamais un individu d'une quarantaine d'années qui présentait toutes les caractéristiques d'un individu inséré dans la société, d'un individu qui porte des valeurs tout à fait compatibles avec les valeurs de notre République, avec un retournement aussi brutal, aussi rapide, probablement seul, et l'enquête devra déterminer si le type s'est radicalisé tout seul ou avec l'aide justement d'un individu lui radicalisé, auquel cas cet individu est manifestement très fort, parce que pour réussir à radicaliser un homme aussi, je ne dis pas intelligent parce qu'il faut être bête pour s'en prendre à des policiers, radicaliser jusqu'à passer à l'acte. Jusqu'à le passage à l'acte, mais ça pose vraiment question. Tiffaine Piauget, oui. Et justement, au lendemain de l'attentat de Nice, le 14 juillet, Bernard Cazeneuve avait parlé de radicalisation express pour Mohamed Lawesh Boulel, qui était le conducteur du camion. Mais selon beaucoup de spécialistes, on ne peut pas se radicaliser de cette manière. Donc peut-être que c'est un terme un petit peu impropre, peut-être un terme plus marketing qui avait été utilisé par les hommes politiques à l'époque, mais dans les faits, beaucoup de spécialistes nous expliquent que c'est difficilement concevable. Ils sont plus sceptiques sur cette radicalisation très rapide. On voit toujours cette tribune qui attend François Molins, le procureur de la République de Paris. Je vous le rappelle, dans les instants qui viennent, pour faire le point, 4 jours après l'agression de policiers sur le parvis de Notre-Dame, après 4 jours de garde à vue pour l'assaillant. Peu de choses ont filtré pour le moment sur son profil. Beaucoup de questions, peu de réponses. Ce que l'on sait, notamment, c'était qu'il n'était pas connu des services de renseignement. Mais finalement, avec ce profil-là, c'est très difficile de repérer, je l'imagine, ce type de profil qui se radicalise, Drissat Youssef. Oui, il y a une vraie difficulté, en tout cas pour les services de sécurité, de renseignement, c'est de détecter ce genre d'individu, à la fois avec un attentat dont on dit qu'il est low cost, ça veut dire qu'il coûte pas grand-chose. Là, en l'occurrence, c'est un marteau et quelques couteaux. Un individu qui n'est fiché nulle part, c'est-à-dire qu'il n'a même pas d'antécédents judiciaires. Ça, vous avez le fichier S, mais vous avez le traitement des antécédents judiciaires qui peut recenser les individus lorsqu'il y a une infraction. Et puis surtout, cet opportunisme, c'est-à-dire que c'est un attentat qui n'a visiblement pas été préparé, et ces 3 facteurs rendent la détection, en tout cas la préparation, la détection d'un éventuel attentat quasi impossible.
Cette intervention du procureur de la République de Paris qui intervient dans un contexte évidemment particulier après cet attentat de Notre-Dame de Paris et avant ce scrutin, encore une fois, ces élections sous haute sécurité dès demain, Tiffaine. Oui, la préfecture de Paris, de police de Paris a énormément communiqué sur ça, décrivant voilà, un très très gros dispositif pour demain. On veut rassurer donc aussi avec cette prise de parole. On s'attend à quoi? À des éléments sur ce qu'il a dit ces derniers jours, puisque, on le répète, il a parlé aux enquêteurs. Ouais. Mais ce qu'on attend, c'est tout simplement, c'est très clair, c'est de savoir est-ce que c'était un individu radicalisé, bel et bien, ou est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un de fou, d'instable, peut-être. Il n'y avait pas d'antécédent, là aussi, pas d'antécédent psychiatrique connu. Connu parce que parfois, on peut passer entre les mailles du filet. Prenez Laouache Boulel, le terroriste de Nice, dont on dit qu'il avait des relations tarifées avec des adultes beaucoup plus âgés, qu'il était dans une espèce de mégalomanie un peu personnelle, qui était, ma foi, un peu alcoolique et qui n'a jamais fréquenté de mosquée. Donc on aurait pu dire qu'un individu comme ça aurait pu mourir dans l'indifférence totale et ça nous aurait bien arrangé d'un suicide. Il a préféré effectivement marquer son départ dans un autre monde par un attentat odieux, abominable. Donc la radicalisation pour un individu comme ça, est-ce qu'on peut parler d'une vraie radicalisation au sens propre du terme, avec un processus un peu initiatique, voilà, c'est avec un parcours, un déplacement à l'étranger, des rencontres régulières avec un individu qui lui est très radicalisé, très connu des réseaux. En épousant la cause djihadiste. En épousant la cause djihadiste, je ne suis pas sûr que cet individu qui a commis cet attentat de Nice aurait été accepté dans une organisation structurée terroriste. Et on le dit d'ailleurs, son entourage, ceux qui l'ont fréquenté le disent, assez isolé, taiseux. Là, on retrouve effectivement un profil psychologique peut-être propre à ce retournement. Et il faudra voir cet individu qui est actuellement interrogé par les services de la police judiciaire, savoir qu'est-ce qui vraiment a motivé cet individu, qu'est-ce qui a motivé le passage à l'acte, et est-ce que c'est dans son parcours un peu personnel, ma foi, à 40 ans, ne pas avoir de travail, ne pas pouvoir fonder une famille, ne pas avoir quelque chose de stable ou de durable, peut-être générer chez cet individu peut-être une fragilité intellectuelle, aussi un passage à l'acte. Et donc, il n'y a pas eu ce processus de radicalisation un peu long et le passage à l'acte. Il a fait un séjour en Algérie. Il faut regarder effectivement ce qu'il a fait dans sa région, dans sa ville de Benjaïa. C'est chez lui, c'est chez lui, là où il a dirigé effectivement un journal. Aujourd'hui, nous avons quand même quelques éléments qui démontrent quand même d'une certaine manière un peu la montée de l'islamisme en Algérie. Est-ce que lui, il en a été victime ou pas? Tout ça, ça sera effectivement à la justice de le démontrer ou de le démonter. En attendant l'arrivée de François Molins, rappelons, Tiffaine, les éléments dont disposent aujourd'hui les enquêteurs. Eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'il s'agissait d'un homme de 40 ans, Farid Iken, un Algérien qui était arrivé en France en 2014. Il est marié à une Suédoise, a été retrouvé chez lui au moment de la perquisition de mardi soir une vidéo où Farid Iken prête allégeance à l'État islamique et également des clés USB qui sont en cours d'analyse. Peut-être qu'elles ont été analysées. Et voilà, plus de précisions à venir puisque François Molins va donc prendre la parole. Vous direz quand vous êtes prêts. On prendra quelques questions après. C'est bon pour tout le monde, non ? Oui ? On y va ? Bon, je tiens ce point presse en compagnie de M. Christiansen, directeur régional de la police judiciaire de Paris. Mesdames, Messieurs, un mode opératoire, une attaque à l'arme blanche, une cible des policiers, un lieu symbolique, le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Une revendication enfin, une action menée par un individu disant lors de son passage à l'acte agir pour la Syrie et se présentant comme un soldat du califat. Autant d'éléments qui ont conduit la section antiterroriste du parquet de Paris
à se saisir immédiatement de l'attaque survenue au préjudice de policiers ce mardi 6 juin 2017 vers 16h15 devant le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris et à ouvrir une enquête en flagrance qui a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris et à la direction générale de la sécurité intérieure. L'exploitation des images de vidéosurveillance et l'audition des 3 policiers, 2 jeunes hommes et une jeune femme gardiens de la paix de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, en patrouille pédestre sur le parvis de Notre-Dame l'après-midi des faits, permet de relater l'attaque ainsi. À 16h18, l'assaillant, se dissimulant dans la foule, s'est approché vers les 3 policiers et s'est rué sur l'un d'eux pour le frapper violemment d'un coup de marteau sur l'arrière de la tête au niveau de la nuque. Le policier victime a chuté au sol. L'auteur, tout en criant « c'est pour la Syria », a alors tenté de lui porter à nouveau un coup de marteau, tandis qu'un collègue du policier victime a alors immédiatement fait feu, neutralisant l'auteur de l'attaque. Le policier victime du coup a expliqué avoir entendu sa collègue crier « attention » avant de recevoir un coup derrière l'oreille gauche et a précisé lorsqu'il a été entendu avoir eu le réflexe de se recroqueviller à la suite de la mise en garde de sa collègue, ce qui, pense-t-il, lui avait permis d'éviter qu'il ne soit touché au niveau du crâne. Je veux ici rendre hommage à ces 3 jeunes policiers en mission pour assurer la sécurité de notre capitale, policiers victimes qui ont adopté une réaction tout à fait appropriée à l'attaque terroriste dont ils ont été la cible. Attaque terroriste menée par un individu agissant seul, avec un marteau, et qui était porteur de 2 couteaux. Individu identifié comme étant Farid I, né le 18 janvier 1977 à Agbou Béjaïa, en Algérie, de nationalité algérienne, en situation régulière sur le sol français, où il semblait professionnellement inséré et n'ayant jamais montré à ses proches de signes de radicalisation, jamais condamné, inconnu des services spécialisés et sans contact à ce jour établi avec des individus présents en zone irako-syrienne. C'est donc l'apparence du profil d'un néophyte que les services de lutte contre le terrorisme redoutent cependant tout autant que des profils aguerris. Je l'ai souvent dit et ne peux que le réaffirmer aujourd'hui, la menace terroriste aujourd'hui est protéiforme et cette fois-ci, c'est une menace endogène à laquelle nous avons été confrontés mardi après-midi, celle qui est portée par des individus velléitaires qui conçoivent des actions violentes sur le territoire national comme une alternative à leur projet entravé, qu'ils soient concrétisés ou non, de départ sur zone. Farid I, après avoir reçu des soins consécutifs à une blessure transversante au flanc, le projectile est rentré par le flanc, a traversé et sorti par la cuisse. Farid I a pu être rapidement, dès mercredi matin, placé en garde à vue. Il est présenté cet après-midi aux fins de mise en examen par un juge d'instruction antiterroriste, puisque mon parquet vient d'ouvrir une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, association de terroristes donc criminelle, et a requis son placement en détention provisoire. Si le parcours et les témoignages de proches de l'auteur pourraient laisser à croire que rien ne présageait son passage à l'acte, force est de constater que les premiers éléments de l'enquête, et en particulier l'exploitation de nombreux supports numériques découverts sur le lieu des faits ou à son domicile, attestent à minima d'une adhésion à la propagande de l'organisation terroriste de l'État islamiste. Benjamin d'une fratrie de 12 enfants, 7 frères et 4 sœurs vivant tous en Algérie, à l'exception d'un frère qui vit en France, Farid I a commencé ses études universitaires à Alger, en licence de traduction, avant de rejoindre la Suède en 2001, où il a sollicité l'asile, et épousé en 2004 une Suédoise dont il s'est séparé au bout d'1 an. Il a effectué en Suède des petits travaux, il a repris ses études de journalisme à l'université de Stockholm et a obtenu une licence en 2008, puis un master à l'université d'Uppsala en 2010.
Il est ensuite rentré en Algérie où il a créé un site d'information, Béjaïa aujourd'hui. Il a travaillé pendant 8 mois, courant 2013, au quotidien national algérien El Watan. Et il a par la suite sollicité son inscription en thèse en France et effectué pour gagner sa vie des travaux de traduction. Il s'est donc inscrit en septembre 2013 en doctorat de sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, à Metz, et a ensuite déménagé en région parisienne en septembre 2015 pour y poursuivre ses travaux. Son directeur de thèse, qui a expliqué l'avoir vu pour la dernière fois en juin 2016, a décrit quelqu'un d'ouvert, intelligent, travailleur et fervent défenseur de la démocratie occidentale. Il a ajouté qu'il l'avait sollicité en décembre 2016 pour faire un point sur l'avancement de ses travaux de thèse, mais n'avait jamais eu de retour, ce qui l'avait étonné. 2 membres de la famille de Farid I, un frère et un cousin, résidant en France, ont été entendus et ont décrit quant à eux un individu solitaire, sérieux, discret, calme, issu d'une famille kabyle peu pratiquante. Ils ont indiqué n'avoir jamais perçu le moindre signe de radicalisation et ne pas s'expliquer les faits commis, évoquant en outre la stupeur et l'incompréhension de la famille en Algérie. Son frère a par ailleurs exposé avoir été en contact téléphonique régulier avec Farid, mais pour la dernière fois courant mai. L'audition de son ami d'enfance a pareillement attesté de l'absence de signes de dérive radicale et a analysé le geste de son ami comme une conséquence de sa fragilité due à une situation personnelle et sociale isolée. Au regard de ces témoignages, l'examen des supports numériques, saisis tant sur les lieux des faits qu'au domicile de l'auteur, permettent cependant d'établir un intérêt très marqué pour les thèses de Daesh. Lors de son passage à l'acte, l'assaillant était en effet porteur d'un ordinateur portable dont les premières exploitations permettent d'établir la présence de nombreux fichiers de propagande djihadiste, notamment 2 couvertures en langue arabe et anglaise du manuel d'action des loups solitaires édité par l'État islamique, des images de l'attentat de Londres du 3 juin, des vidéos glorifiant les attentats de Paris et de Bruxelles, ou encore une vidéo d'allégeance des auteurs de l'attentat commis à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Il était aussi porteur de 4 clés USB, toutes contenant des images ou vidéos non équivoques. Sans être exhaustif, ont notamment été découvertes des images de victimes de combats et d'exactions commises en Syrie, des images extraites de périodiques édités par les organisations terroristes, je pense notamment à Dabiq, Dar al-Islam ou Inspire, des vidéos de propagande ciblant des volontaires à la prestation d'allégeance à l'État islamique, des photographies de Mohamed Merah, un guide de combat de Daesh, enfin à destination des volontaires à l'importation du djihad en France, intitulé « Les soldats du califat en terre des Francs », dont il semblait être l'auteur. Ont aussi été trouvés des éléments sur les années de sang en Algérie, sur l'Irak et sur les frères musulmans. En outre, était découvert à son domicile un appareil photo, dont l'exploitation a mis en évidence la présence d'une seule vidéo, d'une durée d'1 minute et 54 secondes, dans laquelle un individu, de profil, une photocopie du drapeau de l'État islamique, accroché derrière lui, pointe l'index droit vers le ciel et lit une feuille manuscrite avec un texte d'allégeance en langue arabe puis en français. Il apparaît que cette vidéo, horodatée au 6 juin, à 4h37 très précisément, a été tournée au domicile de Farid I. La photocopie du drapeau de l'État islamique a en effet été découverte déchirée dans une poubelle de son logement, de même que la feuille manuscrite qui avait été lue. Ainsi, on peut dire que c'est imprégné de la propagande de l'organisation terroriste État islamique que Farid I a agi mardi après-midi, répondant par son passage à l'acte au mot d'ordre permanent de l'organisation, appelant ses membres à défendre, je cite, les frères humiliés en frappant contre les mécréants. L'information judiciaire conduite désormais sous l'autorité de magistrats instructeurs antiterroristes devra donc s'attacher à mieux cerner le profil de Farid I et notamment à dater de la manière la plus précise possible le début de son processus de radicalisation. À ce stade des investigations, il apparaît sur ce point que les dates des dernières modifications des fichiers mises en évidence sur les différentes clés USB ou sur l'ordinateur ont été effectuées entre janvier
et juin 2017, ce qui ne permet pas aujourd'hui de connaître la date du premier chargement, mais à minima d'avoir la certitude que le chargement de plusieurs de ces fichiers remonte au moins à janvier 2017. Autre élément de datation, le marteau et les couteaux, qui ont été achetés le 27 mars 2017 dans un supermarché. Enfin, je me dois de vous indiquer qu'au cours de sa garde à vue, Farid I a immédiatement reconnu les faits. Il s'est défini comme un musulman sunnite et a affirmé avoir une pratique, je cite ces termes, plutôt dure, depuis quelques mois, environ 10 mois, selon lui. Il a évoqué un processus de radicalisation solitaire par Internet et une allégeance faite par écrit et filmée à son domicile, à l'exclusion de tout contact avec d'autres personnes. Il a ajouté avoir pris la décision d'agir quelques jours auparavant et avait quitté son domicile le matin du 6 juin dans cette perspective. L'exploitation sur ce point des caméras de vidéosurveillance de la capitale, de son téléphone et de son ordinateur ont ainsi montré qu'il était arrivé en transport en commun provenant de son domicile de Cergy, boulevard Saint-Germain à 13h45, où il était resté dans un fast-food pendant près d'une heure jusqu'à 13h45. Il avait alors consulté un article de presse en langue arabe sur le site Alger Info, traitant d'un manuel de combat asymétrique à destination des soldats du califat en France, qu'il avait partagé sur le réseau social Facebook. Il s'était rendu une première fois sur le parvis Notre-Dame à 14h28, avait ensuite parcouru le quartier en long et en large, avant de revenir sur le parvis de Notre-Dame à 16h15 pour commettre son attaque. Il est toujours apparu seul sur ce parcours, et les exploitations d'ores et déjà réalisées sur ces supports numériques n'ont, ainsi que je vous le disais, pas mis en évidence à ce jour de contact avec un tiers. Il apparaît en revanche que son ordinateur porte effectivement la trace de recherche sur le téléchargement et l'utilisation du logiciel Telegram le 6 juin entre 5h48 et 10h05, soit après la réalisation de sa vidéo d'allégeance, horodatée, je vous le rappelle, le 6 juin à 4h37. Sur ce point, Farid I a admis avoir ouvert un compte Telegram le matin du 6 juin, dans la perspective d'envoyer sa vidéo d'allégeance à un internaute quelconque publiant des actualités de l'État islamique, sans y parvenir toutefois. L'exploitation de son téléphone confirme le téléchargement de l'application Telegram au matin des faits. Les investigations qui se poursuivront devront donc là aussi déterminer l'usage qu'il a pu ou non réussir à en faire. Ainsi, si tout laisse à penser que Farid I a agi seul, il entendait cependant largement, à l'évidence, faire partager son passage à l'acte. Je vous remercie de votre attention. On prend 4 ou 5 questions. Est-ce que lors de sa garde à vue, il y a un processus de radicalisation? Il renvoie, je vous l'ai dit, à un processus de radicalisation extrêmement rapide sur Internet, et on peut penser, comme souvent dans ce genre de choses, que vous avez à la fois une adhésion à la propagande de l'État islamique et aux thèses de l'État islamique, une adhésion à la charia, une adhésion au califat, une adhésion à al-Baghdadi, mais aussi des choses qui sont en relation avec les souffrances dont peuvent être victimes le peuple syrien à l'occasion de divers bombardements et de diverses choses que vous connaissez très bien. C'est un peu ce mélange, effectivement, qui s'inscrit dans un profil qui ne manifestait pas effectivement de religiosité particulière, puisqu'il avait plutôt un profil de peu musulman, d'origine kabyle, et donc un processus amorcé en quelques mois, vraisemblablement à l'insu de tous ses proches. Sa radicalisation a eu lieu sur Internet, visiblement il a consulté des sites oui, tout à fait. de l'État islamique, et pourtant il a échappé à toute surveillance. Tout à fait. Tout à fait. C'est encore une fois toute la difficulté de la lutte antiterroriste. J'évoquais tout à l'heure le profil de néophyte, et c'est tout ce qui fait la difficulté des services de renseignement qui suivent pas loin de 2000 personnes. C'est beaucoup. On a affaire, en ce qui concerne la menace qui existe sur le territoire national, à deux profils bien différenciés et qui présentent des enjeux tout à fait différents. On a le profil des endurcis, qui sont déjà en général connus et qui
qui se sont manifestés effectivement par la radicalité de leurs opinions, qui souvent sont allés en Syrie, sont revenus et qui sont parfaitement connus et suivis. Et il y a un profil qui est beaucoup plus difficile à déterminer, c'est ce qu'on peut appeler le profil des néophytes, donc des gens finalement qui émettent des signaux faibles, voire pas de signaux du tout, comme celui-ci, qui ne manifestent aucune opinion extérieure qui pourrait penser à un processus de radicalisation, qui peuvent être en lien avec des gens de l'État islamique, qui peuvent aussi, c'est le cas dans ce dossier, en tout cas aujourd'hui, n'être en lien avec personne et avoir amorcé un processus de radicalisation, peut-être en lien avec l'isolement psychologique et social. J'ai évoqué ce témoignage de l'un de ses proches, qui l'a peut-être amené effectivement à se radicaliser sur le plan religieux, à rejoindre ces thèses. C'est effectivement le véritable enjeu aujourd'hui, d'arriver à détecter ce profil avant les passages à l'acte. Et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui, un véritable danger. L'isolement, moi je connais pas ce monsieur, mais les proches qui ont été interrogés ont dit effectivement qu'il est étudiant, il est en France, il est seul, c'est ça, peu de contact avec personne. Pas un gros relationnel, très maigre en fait. Mais tout ça devra être approfondi par le juge d'instruction au cours des interrogatoires et bien évidemment au cours de l'expertise psychiatrique qui ne manquera pas de diligenter. Le pourquoi du passage à l'acte, pourquoi ce jour, pourquoi à ce moment-là? Il y a un déclic qui s'est fait, à un moment donné, l'esprit de vengeance par rapport aux populations syriennes aussi. Parce que les événements de Londres ont pu le conduire à passer à l'action. Ça ne s'explique pas plus que ça. Non, pas en l'état. Et son profil psychologique, on l'avait dit très faible, les antécédents. Écoutez, là aussi, c'est pas toujours le cas. C'est plutôt quelqu'un qu'on aurait tendance à ranger parmi la catégorie des intellectuels, puisque il est doctorant, donc c'est un 3e cycle universitaire, c'est pas rien. C'est pas un jeune, il n'a pas 20 ans, il est beaucoup plus âgé. C'est un peu atypique, effectivement, par rapport au projet qu'on a aujourd'hui. Mais ça montre encore une fois bien la diversité des profils, le fait que tout est possible, et encore une fois, ça signe la difficulté des services qui cherchent effectivement à détecter ce genre de choses. Et je pense que ça doit effectivement conduire à la vigilance. Il y a eu une saisie de Captagon en France. Est-ce que il y a eu une saisie de Captagon la semaine dernière en France. Est-ce qu'il y a eu des traces? Alors, il y a eu effectivement une saisie de Captagon par les services douaniers. Vous avez tout à fait raison. Il y a 2 semaines, me semble-t-il, sur l'aéroport de Roissy, qui a priori n'était pas destiné à la France. Mais on prend soin chaque fois, bien évidemment. Au niveau du comportement de ce monsieur, il n'y a rien a priori qui laisse penser qu'il ait pu être sous l'emprise de ce type de choses. Il y a des analyses qui sont faites. Ouais. Bon. François Molins, le procureur de la République de Paris, qui a fait donc ce point d'une vingtaine de minutes en répondant également aux questions des journalistes, puisqu'il y en a beaucoup, des interrogations autour du profil de cet homme, Farid Iken, que le procureur de Paris a appelé Farid I. D'abord, ce qu'on attendait évidemment, c'est ce qu'il a dit lors de ces 3 jours de garde à vue, Tiffaine Piauget. Oui, il a tout de suite reconnu être l'auteur des faits. Il a accepté de parler aux policiers. Lui s'est défini comme un musulman sunnite plutôt pur. Il indique avoir été suivi les préceptes de la religion musulmane de façon assez stricte, surtout depuis 6 mois. Et d'après ce qui a été retrouvé, c'est la radicalisation a commencé à peu près depuis janvier environ. Et ces premiers éléments retrouvés sur les ordinateurs, premiers fichiers qui ont été téléchargés en janvier 2017, cela fait donc 6 mois, le disait Tiffaine Drissaït Youssef. Est-ce qu'on peut parler d'une radicalisation rapide ou quand même là maintenant qui durait depuis un certain temps ? C'est pas une radicalisation rapide, la radicalisation rapide dans le temps. On aurait pu effectivement parler de rapidité sur une semaine, 15 jours, un mois. Là, on a quand même un processus qui est globalement beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'il a commencé à pratiquer, disait-on, un islam très pur, très rigide depuis un peu plus d'1 an. Et puis c'est 6 mois, il y a 6 mois, c'est-à-dire depuis janvier, on a retrouvé... Au moins, parce qu'il le disait, on aurait pu avoir des fichiers avant... Avant, mais en tout cas, on sait qu'il y a au moins 6 mois, il a téléchargé, on a retrouvé des traces de téléchargement de propagande djihadiste de l'État islamique qui attestent
en tout cas au minimum d'un début de radicalisation en janvier 2017. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes au mois de juin, 6 mois en radicalisation, il peut se passer beaucoup de choses, d'autant plus que cet individu n'avait visiblement pas d'activité professionnelle, ce qui sous-entend qu'il était peut-être sur une radicalisation plus profonde, c'est-à-dire tous les jours, et les éléments qui ont été cités par le procureur de la République avec beaucoup d'éléments matériels de radicalisation, beaucoup de supports, des vidéos, des écrits, des photos qui attestent vraiment d'une vraie radicalisation qui ne fait pas de débat. Imprégné de la propagande de l'État islamique, ce sont les mots ici de François Molins, avec, on le disait, tous ces manuels, ces magazines de propagande djihadiste retrouvés. C'est ça, c'est une radicalisation prête à l'emploi en quelque sorte, puisqu'on a retrouvé le manuel édité par l'organisation État islamique, Les Loups solitaires. Et donc, tout simplement, le Farid Iken a pu se radicaliser tranquillement depuis son ordinateur. Et ça, il l'a reconnu. C'est lui qui a parlé de ce processus sur Internet. Là, c'est donc ces manuels qui sont servis, qui sont mis à disposition de ces potentiels djihadistes, potentiels terroristes par les organisations djihadistes, à la fois l'État islamique, mais aussi les magazines d'Al-Qaïda qui existent encore. Oui, c'est au sujet aujourd'hui de la propagande diffusée sur Internet et largement accessible au grand public. C'est d'ailleurs l'un des sujets du G7, à savoir comment aujourd'hui contraindre les grands opérateurs à contrôler le contenu des informations diffusées sur Internet. On sait que c'est difficile, voire impossible. Aujourd'hui, nous sommes des réflexions avec un certain nombre de pays qui permettraient les services de renseignement sont là-dessus. Les services de renseignement eux-mêmes disent si on peut essayer d'en maîtriser un ou deux de sorte à vérifier l'identité, les adresses IP de ces individus qui vont sur ces sites pour télécharger de la documentation, ça nous permettrait de remonter plus tranquillement vers ceux qui captent cette donnée. Hélas, aujourd'hui, vous en avez beaucoup trop. Et justement, avec ce téléchargement de documentation de propagande djihadiste, est-ce qu'on pouvait, dans les 6 mois, remonter le fil jusqu'à cet homme, ou est-ce qu'il y a trop de profils qui ont accès à ces documents ? Et c'est bien le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons, nous avons des moyens, notamment de captation de données, d'investigation par Internet, mais nous avons aujourd'hui très peu d'effectifs pour pouvoir les analyser, puisqu'une fois que vous captez de la donnée de manière massive, il faut derrière pouvoir l'analyser, puis remonter justement le fil de ceux qui téléchargent. Et puis ensuite, quand vous avez identifié ces individus, il faut investiguer pour voir si effectivement c'est pas pour une recherche particulière ou c'est vraiment dans une optique de radicalisation et de commission d'un attentat. Et puisqu'on parle de ce djihadisme 2.0, on a retrouvé ici, Tiffaine, le fameux logiciel Telegram téléchargé sur son portable. Oui, tout à fait. C'est un logiciel crypté qui permet, qui est utilisé non pas seulement par les djihadistes ou les apprentis djihadistes, mais également par les hommes politiques, les journalistes, etc. Et donc oui, on a retrouvé en effet le téléchargement de cette application parce qu'il voulait partager la vidéo de revendication de son acte qu'il avait tourné quelques temps avant de commettre l'attentat. Pour poursuivre, je vous propose de réécouter l'une des prises de parole tout à l'heure de François Molins, comment il a défini ce type particulièrement atypique justement de profil chez Farid Iken. Il a parlé de néophyte. Je vous propose d'écouter le procureur de la République. Farid I, né le 18 janvier 1977 à Agbou Béjaïa, en Algérie, de nationalité algérienne, en situation régulière sur le sol français, où il semblait professionnellement inséré et n'ayant jamais montré à ses proches de signes de radicalisation, jamais condamné, inconnu des services spécialisés et sans contact à ce jour établi avec des individus présents en zone irako-syrienne. C'est donc l'apparence du profil d'un néophyte que les services de lutte contre le terrorisme redoutent cependant tout autant que des profils aguerris. Aucun signe de radicalisation chez ses proches, Tiffaine Piauget. Non, en effet. Alors, plusieurs de ses proches ont été interrogés. Des cousins en France qui l'ont décrit comme solitaire, sérieux, calme. Et tous, a priori, étaient très surpris de cette radicalisation. Son meilleur ami a analysé devant les enquêteurs ce geste qu'il a commis à Notre-Dame. Et pour lui, c'est l'œuvre
d'un homme désœuvré, très très seul surtout. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Driss Saïd Youssef, sur ce profil peut-être fragile de cet homme. Oui, avant même effectivement cette conférence de presse, on mettait en avant la psychologie fragile, mais c'est très certainement l'un des éléments les plus importants, puisque lui est dans une logique effectivement d'apprentissage, mais avec un apprentissage profond, et de la commission d'un attentat qui fait pas de doute. Et puis il y a la manière dont il est vu par ses proches, et la manière dont il est vu par ses proches, son meilleur ami et son frère, qui ne le décrivaient pas du tout comme étant un individu radicalisé ou terroriste, ce qui veut peut-être dire, pas justifier cet acte, mais dire qu'effectivement, il y a dans tout ça, ou en tout cas dans le basculement d'un individu dit normal vers un processus de radicalisation, peut-être un mal-être, mais qui en rien ne justifie cet attentat, mais pour que nous puissions comprendre justement l'enjeu de radicalisation d'un individu qui est dans un mal-être, qui a du mal à exister dans une société qui est certes peut-être dure, mais qui a du mal à se projeter au travers d'un projet de vie, d'un projet professionnel, et qui peut-être justifie pour l'individu le passage vers un islam très dur, une radicalisation et la commission d'un attentat. Et ce profil de néophyte, a dit François Molins, il est tout autant redouté par les services de renseignement et de sécurité que les autres, Farid Aït Youssef. Oui, c'est vrai, puisque souvenons-nous cet individu, Laouache Boulel, l'attentat de Nice, le terroriste de Nice, qui n'était pas un individu connu, j'ai envie de dire, pour une radicalisation particulière. Il n'était pas du tout pratiquant. En tout cas, la plupart des témoignages, c'était un individu dont on dit régulièrement qu'il avait des relations tarifées avec des adultes, avec des hommes, et qui est passé à l'acte de manière très violente, 86 morts, bien plus qu'effectivement un certain nombre d'attentats, notamment Charlie Hebdo. Et lors de cette conférence de presse, évidemment, le procureur de Paris a tenu à retracer les faits. Il a commencé ainsi sa conférence de presse. On va peut-être revoir ces images de vidéosurveillance qui permettent de comprendre ce qui s'est passé ce mardi après-midi sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Il a raconté cette scène, Tiffaine Piauget, le procureur de Paris. Tout à l'heure, tout à fait, ils se sont évidemment, les enquêteurs se sont basés évidemment sur tous les éléments dont ils disposent, donc évidemment les vidéos. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que il semble que la radicalisation ait eu lieu depuis janvier, en tout cas les premières traces de propagande sur les appareils électroniques dont disposait Farid Iken ont été retrouvés depuis janvier. Et après, on a vu qu'il a il a pris sa décision quelques jours seulement auparavant. C'est fréquent, ça, Farid Aït Youssef, où ça montre finalement une certaine improvisation de la part de l'assaillant. Ça montre une certaine improvisation, mais avec un luxe de précaution. Pourquoi ? Parce que le procureur de la République disait très justement que cet individu a téléchargé l'application Télégraphe et il a essayé très certainement de mettre sa vidéo sur Internet, mais qu'il n'a pas réussi. Et ça, le 6 juin, le jour de l'attentat, ce qui veut dire que cet individu attend le dernier moment pour commettre son attentat, en tout cas pour revendiquer, pour prêter allégeance. Ce qui veut dire que ces terroristes, en tout cas ceux qui demain voudraient commettre des attentats, savent que maintenant cette application est très surveillée par les services de renseignement. Et ce sont, dans ces cas-là, des terrorismes d'opportunité, comme on les appelle, Driss Saïd Youssef, qui peuvent appeler d'autres attaques isolées comme celle-ci ? Une certaine forme de mimétisme. On l'a vu à Londres, l'attentat de Westminster, puis ensuite le troisième attentat à Londres. On a bien senti qu'il y avait une certaine forme d'improvisation, couplée à tout ça un attentat low cost, ce qui rend, comme dit le procureur de la République, un attentat difficilement détectable et difficile à arrêter par conséquent. Et là encore, on a retrouvé chez lui, sur ses appareils en tout cas, Tiffaine, des documents relatifs à d'autres attaques. Oui, tout à fait. On a retrouvé des documents relatifs à l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray, le prêtre qui avait été égorgé l'été dernier. On a également retrouvé des vidéos de propagande. On a retrouvé la vidéo où Farid Iken prête allégeance à l'organisation État islamique. On a retrouvé le manuel Les loups solitaires qui a été édité par Daesh. Énormément de propagande. On a le sentiment que sur son ordinateur,
il disposait d'énormément d'éléments de propagande. Oui, un mot là-dessus. Il ne faut pas oublier que cet individu est ancien journaliste, aujourd'hui docteur, enfin en tout cas s'apprêtait à rédiger un doctorat en sciences de l'information, et donc par conséquent sa recherche de l'information par Internet est quelque chose qu'il maîtrise globalement bien. C'est la raison pour laquelle on a trouvé dans son ordinateur bien plus d'éléments concernant cette organisation terroriste que le sujet de sa thèse. L'autre information de cette conférence de presse, confirmation, c'est ce passage dans l'immédiat devant un juge antiterroriste. Tiphaine. Oui, tout à fait. C'est ce qu'a indiqué le procureur Molins, puisque c'est le processus classique. Les enquêteurs mettent la personne en garde à vue et puis lui posent toutes les questions, et ensuite le dossier est transféré à un juge antiterroriste. Et c'est maintenant un long travail qui continue, on l'imagine. Il l'a dit, l'objectif c'est de mieux cerner le profil de cet homme et dater le début de sa radicalisation. On a quelques éléments, on l'a dit, mais c'est un travail assez long a priori, Driss Ait Youssef. Oui et non. Oui, lorsque l'individu est taiseux, là en l'occurrence l'individu a beaucoup parlé, il a dit presque l'essentiel. C'est la raison pour laquelle il est déféré alors qu'il y a encore du temps pour interroger cet individu. Il sera présenté devant un juge d'instruction, comme l'a dit tout à l'heure le procureur de la République, très certainement mis en examen et puis placé en détention provisoire, ce qui veut dire que les éléments, aujourd'hui les policiers ont tous les éléments pour pouvoir déférer, et ça va être au juge d'instruction de prolonger l'enquête et d'organiser, ou en tout cas de faire un minimum d'actes d'investigation pour essayer de comprendre d'autres éléments. Mais le procureur de la République a quasiment tout dit sur l'individu, sa radicalisation, ce qu'il a fait, son processus. L'individu a beaucoup parlé. Et merci Driss Ait Youssef, spécialiste de sécurité globale. Merci Tiphaine Pieuget, notre spécialiste police-justice. On va se quitter après cette conférence de presse de François Molins par les mots du procureur de la République tout à l'heure depuis le palais de justice de Paris. L'exploitation sur ce point des caméras de vidéosurveillance de la capitale, de son téléphone et de son ordinateur ont ainsi montré qu'il était arrivé en transport en commun provenant de son domicile de Cergy, boulevard Saint-Germain, à 13h45, où il était resté dans un fast-food pendant près d'une heure, jusqu'à 13h45. Il avait alors consulté un article de presse en langue arabe sur le site Alger Info, traitant d'un manuel de combat asymétrique à destination des soldats du califat en France, qu'il avait partagé sur le réseau social Facebook. Il s'était rendu une première fois sur le parvis Notre-Dame à 14h28, avait ensuite parcouru le quartier en long et en large, avant de revenir sur le parvis de Notre-Dame à 16h15 pour commettre